Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Vivardon, découvrez Vivardon, du vin, des vignes et des coopérateurs et coopératrices. Ce soir, on vous propose d'accorder ce webinaire avec du vin belge et aussi de vous présenter dans le chat. N'hésitez pas à faire un coucou dès maintenant, à marquer votre présence en nous faisant un signe dans le chat. Soyez les bienvenus dans ce webinar Vivardon. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de la plateforme. Vous avez un bouton, un onglet chat, un onglet Q&R, questions et réponses. Vous pouvez les utiliser pour interagir avec nous, poser vos questions, interagir aussi avec les autres participants de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, c'est en direct, c'est interactif. Donc, allez-y, lâchez-vous, posez toutes vos questions à propos de Vivardon, du vin en Belgique, allez-y. Alors, on vous posera également quelques questions. Et pour ce faire, on va utiliser un petit outil qui s'appelle WooClap. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Vous pouvez dès à présent attraper votre smartphone, dans votre main et scanner le, QR code qui apparaît à votre écran. Ça vous permettra d'utiliser votre smartphone comme, télécommande afin de répondre à nos, questions lors de ce webinaire. Autre manière de se connecter, vous pouvez également aller sur le site wooclap.com tout simplement, et entrer le code d'événement Vivardon si vous ne souhaitez pas utiliser votre smartphone, ou si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, vous pouvez aller sur votre navigateur préféré et vous connecter au WooClap. Alors, on a déjà une petite question de lancer. Avez-vous déjà bu du vin belge? C'est partagé, pour certains oui, pour certains non. Ah voilà, au moins, voilà, il y a plus de personnes qui ont goûté du vin belge que, qui n'en ont pas, goûté. Aujourd'hui, on va évidemment parler de, vin belge, de viticulture en Belgique. On va parler de Vivardon, du vignoble, du chai Vivardon, et on va parler aussi de comment devenir coopérateur, comment s'investir dans Vivardon. Donc vous saurez tout lors de cette heure de webinaire. Alors pour commencer, on va accueillir un des administrateurs, un des 3 administrateurs de Vivardon, en la personne de Jean-Michel Jérôme, qui est en direct de Vivardon sur la magnifique terrasse du chai. Oui, bonjour Pauline, bonjour à tous. Donc en effet, on est sur la terrasse ensoleillée de notre chai. Je m'appelle Jean-Michel Jérôme, je suis administrateur de Vivardon depuis 2 ans et demi. Euh, je m'occupe plutôt des dossiers techniques, comme l'informatique de manière générale, mais également toute la partie Vitinotech, notre pôle technique pour la vinification et le travail à façon. Mais ça, on va en reparler d'ici quelques instants avec Xavier. Donc nous sommes 3 administrateurs, Xavier Bioul, Philippe Mine et moi-même. Vous aurez la chance de rencontrer Xavier un peu plus tard. Et voilà, je vais vous introduire un petit peu le sujet avec quelques infos sur le marché du vin en Belgique. Et alors, tu conseilles d'accorder ce webinaire avec quel vin, Jean-Michel? Ah oui, alors moi j'ai choisi ici un vin belge, hein, évidemment. C'est le Citadelle du Chenois, qui est un excellent vin blanc, un mélange de Solaris, de Bronner et de Sauvigny Gris. Et je vous conseille fortement ce vin qu'on vend d'ailleurs ici au shop et qui accompagnera magnifiquement ce webinaire. Alors aujourd'hui, un accord vin et webinar. Pour ma part, j'ai aussi choisi un vin belge, un entre-deux-monts, 4 cépages. Donc voilà, heu, aussi en Belgique, évidemment. Hem, alors on va, pour, animer ce webinaire, on va vous poser des questions, hein, sur le vin en Belgique. On va voir à quel point vous êtes calés sur le sujet. Alors première question, en quelle année sont apparues les premières vignes
en Belgique? C'est la question qu'on vous pose sur le WooClap. Donc, allez-y. En 815, en 1865 ou en 2000, en quelle année sont apparues les premières vignes en Belgique? Je vois que deux personnes ont déjà dit en 815. N'hésitez pas à vous connecter au WooClap Vivardon et à rester connecté. Il y aura plusieurs questions lors de ce webinaire. Et évidemment, Jean-Michel donnera les réponses au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes réponses parmi l'Assemblée, Jean-Michel? Oui, tout à fait. Donc la bonne réponse, en tout cas les historiens s'accordent à dire que les premières traces datent de 815, que ce soit d'ailleurs en Wallonie ou en Flandre. Hein. Donc la vigne a été domestiquée il y a déjà très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années. Je pense qu'on est à du 5 à 6 000 ans avant Jésus-Christ. Il a fallu plusieurs milliers d'années avant que la vigne n'apparaisse dans le bassin méditerranéen. Et puis encore plusieurs centaines d'années avant qu'il n'atteigne nos régions. Mais c'était déjà là en 815. Ça a été introduit principalement par l'Église, pour des raisons évidemment de culte. Point intéressant, c'est que déjà à l'époque, ils ont évidemment apporté et importé et planté des variétés qui étaient plutôt résistantes au climat du Nord. Donc on parlait déjà de variétés, il y avait déjà une sélection qui avait été faite à l'époque. Et alors, introduit par la vigne, et puis alors le marché s'est développé principalement dans la bourgeoisie, qui a planté des vignes de plus en plus, principalement autour des grandes villes. Toutes les grandes villes, à un moment au Moyen Âge, avaient leur vignoble, que ce soit Gand, Oui, Liège, la plupart de ces villes possédaient une vigne, et on atteint vraiment le paroxysme de la production de vin au Moyen Âge, au 15e siècle, où là il y avait presque 1,4 million de bouteilles qui étaient produites chaque année, donc c'est quand même déjà pas mal, hein. C'était pas anecdotique du tout. Euh, et alors, cet âge d'or de vigne a commencé à décliner un peu plus tard, au XVIe siècle. Alors là, on entend souvent, la plupart des gens savent que la vigne a été présente en Belgique. Et la disparition, par contre, c'est souvent plus controversé. Les historiens s'accordent plutôt sur 3 à 4 raisons. Ce n'est pas à cause de Napoléon, mais c'est principalement dû à une sorte de petit âge glaciaire qui a lieu au 15e et 16e siècle. Donc il a commencé à faire plus froid, il a été compliqué de faire du vin pendant ces années-là, et donc on faisait plus du vinaigre que du vin. Donc ça, c'était une des raisons. La deuxième, c'est que les villes à l'époque commencent à s'étendre fortement, donc on doit déplanter de la vigne pour mettre des habitations. Donc ça a un impact aussi. Et c'est pas facile de replanter de la vigne quand justement les conditions ne sont pas faciles. L'arrivée également de la bière. Hein. Là, au XVIe siècle, c'est vraiment le gros boom de la bière. Et alors enfin, ce qu'on peut corréler aussi à ça, c'est l'arrivée, enfin le développement en tout cas de toutes les routes commerciales. À l'époque, là, les routes commerciales commencent à être beaucoup plus faciles et aisées, et donc on rentre directement en concurrence avec les vins du Sud qui vivent beaucoup mieux cette petite période glaciaire. Donc voilà, c'est un peu les 3-4 raisons qui expliquent le déclin presque total du vignoble belge. Il reste évidemment un peu d'activité, très très peu. On a des raisins de table. Tout le monde connaît le raisin de table d'Overijs. Ça a persisté encore au 19e siècle. Et puis alors, il y a le renouveau. Le renouveau de la vigne en Belgique, ça date de plus ou moins 1965, avec la naissance de tout petits vignobles. Et alors vraiment un boom à partir de l'an 2000 avec une professionnalisation du secteur. Donc dans un premier temps, c'est plus, comme on le voit juste sur le slide d'après, c'est plus euh, pour des raisons historiques. C'est pour le goût du terroir. C'est des raisons pédagogiques. Expliquer aux gens que oui, il y a eu de la vigne en Belgique. On essaie de replanter des cépages qui étaient similaires à ce qu'il y avait à l'époque.
Donc ça, c'était plutôt tout au début. Mais après, les vraies raisons qui expliquent aujourd'hui ce renouveau, c'est principalement le réchauffement climatique. Ça, c'est certain. On y reviendra un tout petit peu après. Le réchauffement climatique est présent. On n'a plus le même climat aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Euh, L'utilisation des cépages résistants en Belgique, des cépages qui existaient déjà depuis plusieurs années dans nos pays voisins, comme l'Allemagne, le Luxembourg, ces cépages sont beaucoup plus facilement implantables dans nos régions. Et donc, la vigne est adaptée à nos climats un peu, surtout humides, hein, comme on peut le voir aujourd'hui. Euh, et alors, une tendance aussi, évidemment, pour les produits locaux. Et enfin, ce qui a aussi dynamisé le secteur, c'est de voir qu'assez rapidement, on a fait de très bons vins blancs, mais également de très bons vins mousseux. Le Belge est très friand de bulles, c'est un très très gros consommateur de champagne, et on a assez rapidement réussi, plusieurs vignobles ont réussi à faire de très très bonnes bulles en Belgique. Et donc ça a aussi participé à la dynamisation du secteur. Alors, Charles nous précise que, un petit point historique de la part de Charles, que Charles Quint avait ses vignes personnelles à Leuven. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à partager comme Charles si vous en savez plus, si vous avez des petites anecdotes. C'est toujours sympa. On vit ce webinaire ensemble, donc c'est assez chouette. Alors, renouveau du vin et de la viticulture en Belgique, mais savez-vous combien de vignerons et vigneronnes il y a en Belgique? On va jouer au juste prix, en tout cas au juste nombre ce soir. Estimer le nombre de vignerons en Belgique, c'est sur le WooClap tout de suite. Alors, on va attendre qu'il y ait quelques réponses pour afficher vos différents chiffres. Je vais partager le WooClap pour ceux qui ne se seraient peut-être pas encore connectés. Vous pouvez scanner, je le rappelle, le QR code pour vous connecter et répondre aussi aux questions de ce soir. Alors aujourd'hui en Belgique, combien de vignerons, vigneronnes on estime qu'il y a? Alors, regardons ensemble éventuellement ce que vous répondez. 298, 2500, 265, 200. Ouais, voilà. Le public s'accorde à dire entre 200 et 298. Quels sont les chiffres, Jean-Michel? Alors, c'est une très bonne réponse. Alors, d'après le SPF Économie en 2023, on a 290 vignerons ou vigneronnes en Belgique, répartis entre plutôt 180 en Flandre et 110 en Wallonie. Faut savoir que c'est quand même des chiffres du SPF Économie qui sont, je pense, un peu sous-estimés. Il suffit de regarder les chiffres et le recensement qui est fait par Marc Vanel, son site internet, qui est un grand journaliste en Belgique sur le vin. Et déjà en Wallonie, il en recense 207 en 2022. Donc on voit qu'il y a beaucoup aussi de petits vignerons amateurs qui se sont créés. Et donc, voilà, on peut dire qu'il y a plusieurs centaines. À mon avis, on atteint facilement 400 vignerons aujourd'hui en Belgique, dont 290 déclarés au SPF Économie. Alors oui, on voit l'évolution ici. Donc on voit on est en plein boom, hein. Le secteur est en plein boom aujourd'hui. On a une croissance linéaire de près de 10% chaque année, que ce soit d'ailleurs en nombre de vignerons, mais aussi en surface plantée. Et c'est d'autant plus marquant que, par exemple, en 2023, on a plutôt une baisse de la production au niveau mondial de près de 10%. Donc on voit que la Belgique est un peu une sorte de nouveau monde du vin, avec une croissance très importante, alors qu'on a plutôt un déclin au niveau mondial, quoi.
Alors, autre question, WooClap, pour votre plus grand plaisir, pour répondre à ces questions. Dans quelle province on a le plus de viticulteurs, viticultrices, à votre avis? Donc, pour les chiffres, on se base toujours sur les chiffres du SPF Économie. Donc voilà, ça reste une estimation, hein, comme on venait de le dire. Et ce sont, il me semble, les chiffres 2023. 23. Alors, regardons un peu quelles sont vos réponses. Limbourg, Flandre occidentale, Anvers, Namur, avec le Limbourg en première position. Alors, est-ce qu'ils sont forts ce soir, Jean-Michel? Ils sont vraiment très forts, oui, en effet. C'est le Limbourg qui compte aujourd'hui le plus de vignerons. Suivant toujours le même chiffre, on a 47 vignerons dans le Limbourg. Et on voit que derrière se positionne Liège, la région dans laquelle nous sommes, avec 40 vignerons. Et puis voilà, après ça décline jusqu'à atteindre un seul vigneron dans la province de Luxembourg. Donc, il faut savoir qu'il y a une logique là-dedans, hein. C'est aussi une logique par rapport au climat qui est quand même un peu différent dans les Ardennes qu'à la mer du Nord et que dans le Limbourg d'ailleurs. Si on prend un indice, l'indice Duglin, qui est un indice très intéressant pour les vignobles, un indice de chaleur bioclimatique, ben on voit qu'en fait la Belgique est répartie en différentes couleurs. Vous voyez le bleu foncé, le bleu clair, le rouge foncé. Et donc, au plus c'est foncé et rouge, au plus les températures sont favorables pour implanter un vignoble. Et au plus c'est bleu foncé, au moins ça l'est. Vous l'avez compris. Et ben, on voit que la région qui est la plus adaptée aujourd'hui pour planter du raisin, c'est le Limbourg. Et c'est là qu'on retrouve le plus de vignobles. Donc ça, c'est tout à fait logique. Euh, donc, il sera plus facile dans le Limbourg de faire du vin rouge, surtout, parce que il faut quand même pas mal de chaleur et de soleil pour faire du vin rouge. Par contre, dans la plupart des régions, on peut facilement y faire du vin blanc du vin effervescent. Et Et alors, parfois, d'ailleurs, Et oui, d'ailleurs, c'est la question du prochain WooClap. Quel type de vin on produit le plus? On a en partie donné la réponse. Normalement, euh, à votre avis, est-ce que c'est plutôt le vin blanc, le vin mousseux, les bulles, le vin rouge? Euh, à votre avis, quelle est la bonne réponse? Le rosé, le blanc, le mousseux blanc ou rosé. Alors, on a proposé quasi tous les types de vins, sauf le vin orange. Donc voilà, le mousseux blanc, on a effectivement la bonne réponse dans les réponses. Et donc, je t'en prie, Jean-Michel, tu as déjà oui, donné une oui, partie de la réponse par rapport au type de vin. oui, je l'ai déjà dit. En effet, oui, j'ai un peu influencé Oh, pas de souci, pas les de souci. statistiques. Ouais. Donc, en effet, oui, aujourd'hui, donc ça, c'est les chiffres de 2022. Donc, c'était le mousseux blanc, hein, qui était le grand gagnant, suivi de très près par le vin blanc. Mousseux blanc qu'on trouvera d'ailleurs plus dans le sud. Dans le nord, on produit plus plutôt du vin blanc tranquille. 12% de vin rouge en 2022. 2022, c'était une bonne année. Il a fait chaud, il a fait beau. En 2023, il y a eu seulement 7% de vin rouge. Donc, il faut savoir que c'est pas parce que on plante un cépage rouge, type pinot noir, qu'on n'est pas capable de l'exploiter durant une mauvaise année. On peut utiliser ce cépage-là pour éventuellement le mettre dans un effervescent, par exemple. Donc voilà. Mais donc, d'une année à l'autre, la proportion peut changer en fonction évidemment du climat dont on a bénéficié pendant l'année. Donc là, on a un peu moins de vin rouge pour les années à C'est venir. ça. Et certainement cette année, ce sera une année aussi assez difficile pour le vin rouge, hein. En tout cas, le marché est en pleine évolution, comme on peut le voir sur tous les chiffres au final. Oui, oui, en effet, on est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de marchés comme ça qui sont en pleine croissance. Le vin en fait partie. C'est un marché en rapide et pleine évolution. Euh,
que ce soit en termes d'hectares cultivés, en termes de production, en termes de litrage de bouteilles, on voit même c'est quasi exponentiel, hein. Et alors on voit aussi que donc on gagne en volume, mais on gagne aussi tout doucement en qualité. Et cette qualité est reconnue, de plus en plus reconnue par les Belges, certes, mais aussi par des guides. On a eu en 2021 le premier guide des vins belge, qui est réédité maintenant chaque année. On retrouve quand même pas mal de vins qui sont primés. Et depuis 2023, on a aussi le guide des vins belges du Gaute-Millot qui est apparu. Donc on voit que tout doucement, il y a de plus en plus voilà, de guides, d'activités touristiques. Il y a plein de choses qui tournent et qui se développent autour du vin et qui vont encore se développer dans les années à venir, c'est certain. Donc, pleine expansion, du vin et de la viticulture en Belgique. Mais au final, quels sont les enjeux et la réalité de terrain aussi pour ces viticulteurs? Ah oui. Donc, une réalité du terrain. La Belgique est un grand consommateur de vin, hein, même un très grand consommateur de vin, alors qu'au départ, on n'est pas producteur. On fait vraiment partie du top. Et il faut savoir aussi que c'est très important, la consommation de vin en Belgique a augmenté depuis 20 ans, a augmenté de près de 10 litres par habitant et par an. On atteint presque 35 litres par habitant et par an, habitants de plus de 16 ans, hein, bien entendu. Alors qu'à côté de ça, on voit que la bière, elle, a plutôt décliné, a même fortement décliné. On est passé de 120 litres à 70 litres par habitant par an. Donc on est un pays qui consomme beaucoup de vin. Donc ça, c'est la première constatation. Et aujourd'hui, on en consomme, d'ailleurs le chiffre est là, 400 millions de bouteilles par an. 400 millions de bouteilles, c'est quand même pas mal. Et alors, la constatation sur laquelle on s'est vraiment basé, c'est qu'aujourd'hui, on ne consomme que 1,1% de vin qui a été produit localement. 1,1% de vin est belge seulement. Donc, c'est pas beaucoup, mais est-ce qu'il y a de la place pour plus? Nous, on est persuadés que oui, car quand on compare à nos pays voisins comme le Luxembourg et l'Allemagne, on voit qu'ils atteignent au minimum 30%, 30% de la consommation est de vin produit localement. Donc c'est absolument énorme. Et donc si même on arrivait à passer ce 1% à 2%, ça veut dire qu'on passe de 4 millions à 8 millions de bouteilles. Donc ça demande évidemment d'augmenter, de doubler presque la surface cultivée aujourd'hui en Belgique. Donc on voit que c'est vraiment énorme. Donc, donc voilà, ça c'était vraiment notre leitmotiv, notre business case quasi était basé vraiment là-dessus. On est persuadé que le potentiel est énorme, surtout en plus avec les éléments que j'ai cités tout à l'heure, le localisme, euh, le côté aussi un peu, j'ai envie de dire, la camaraderie qui est typique du Belge, hein, un chai, un vignoble, c'est aussi un lieu de rencontre qui plaît aux gens. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un énorme intérêt aujourd'hui pour le belge, pour les vignobles, pour le vin local, pour le vin belge, tant qu'il est évidemment de qualité. Et aujourd'hui, cette qualité, il y a plein de domaines qui nous démontrent, ils arrivent à faire des vins de top qualité. Et donc, si on continue comme ça, on est certain que ça va progresser et le nombre de bouteilles consommées localement, enfin produits localement, vont exploser. Il y a donc un marché, il y a donc une qualité, il y a un climat qui commence à être adéquat, mais est-ce que les vignobles sont rentables aujourd'hui? Alors, ça, c'est un élément aussi essentiel. Euh, Investir dans un vignoble, c'est pas la même chose qu'investir dans un autre domaine, même la bière, hein, si on fait un parallèle. Pourquoi? Ben parce qu'il faut planter sa vigne. Donc déjà, il faut acheter du terrain. Et les terrains coûtent cher en Belgique, très cher. Il faut palisser, enfin, il faut planter ses ceps de vigne, faut palisser. Et quand on a fait tout ça, on a déjà dépensé pas mal de sous. Et puis après, il faut commencer à entretenir sa vigne pendant des années avant d'avoir sa première production. Au minimum, souvent, on dit 3 ans, 3 feuilles, avant d'avoir la première production. Et une fois que ce raisin est là, c'est très bien, mais il faut encore en faire du vin. Et pour en faire du vin, il faut du matériel, enfin, il faut un chai.
un chai, donc le bâtiment où on va vinifier. Et ça, c'est de nouveau des investissements qu'il faut faire, qui sont très coûteux. Et puis voilà, et puis donc ça c'est vraiment un élément qui est très important dont on a tenu compte dans notre approche, c'est les investissements qu'il faut faire. Euh, alors oui, on voit ici que je pense que c'était une école d'économie HEC, je pense, qui avait parlé de la règle des 10. Aujourd'hui, pour qu'un vignoble soit rentable, il lui faut 10 hectares avec un prix de vente au minimum à 10 euros. Il lui faut 10 ans avant avant de commencer à être rentable. Ça, c'est pour un vignoble qui, évidemment, qui ne produit que du vin et qui n'a pas d'autres activités à côté. Euh, vous verrez que chez Vivardon, on a fait le choix d'être beaucoup plus large, d'avoir une diversification bien plus poussée afin d'atteindre une rentabilité beaucoup plus rapidement. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. On ne se lance pas comme ça du jour au lendemain dans la production de vin sans avoir un peu, je veux dire, les reins solides et sans avoir bien réfléchi euh, à son business plan, à la main-d'œuvre qui est nécessaire, etc. C'est très important. Donc ça, évidemment, on a un tenu compte. Alors, un autre élément, quand je parlais de diversification, ben là, justement, c'est un élément dont on a tenu compte également, c'est qu'aujourd'hui, un viticulteur exploite en moyenne 3 hectares de vignes. Toujours des chiffres SPF économie. Je sais qu'il y a beaucoup de petits vignobles amateurs qui sont pas toujours comptés. Mais donc, on a peu aujourd'hui de chais donc, professionnels. On voit ici 14 producteurs possèdent plus de 10 hectares et investissent dans un chai professionnel. On voit que c'est aussi en train d'exploser. On voit qu'il y a quand même de plus en plus de vignobles qui aujourd'hui regardent et investissent dans un chai. Il y a des chais qui se créent chaque année, dont le nôtre. Donc ça, c'était une constatation. Une de nos constatations, c'est de se rendre compte que travailler, donc que proposer potentiellement de la vinification en façon pour ce vignoble, ça peut être intéressant. C'est un moyen de se diversifier. Donc vous verrez un peu plus tard avec Xavier les investissements qu'on a consentis justement pour proposer une vinification à façon pour d'autres vignobles, ce qui nous semble plein de sens aujourd'hui, vu la surface qui est plantée et le peu de chais professionnels qui sont à disposition. Donc ça, c'est un élément important de diversification. Et alors, un autre élément, c'est qu'une vigne, ça demande énormément de temps, de travail, mécanique, mais aussi manuel. On dit que parfois, il faut passer 50 jours par hectare par an dans un vignoble. Il faut passer 30 fois dans chacune des lignes sur une année. Et aujourd'hui, il y a pas ou très peu de prestataires en viticulture. Et donc ça aussi, c'est une diversification qui nous a semblé intéressante et que l'on propose maintenant chez Vivardon. Donc voilà, donc ça a été vraiment aussi un des contextes, un des enjeux dont on a tenu compte et on est certain que avec le développement de tous ces chais, de tous ces vignobles, il y a vraiment un réel potentiel pour les prestations en viti, mais également en vini, des prestations dans la vigne et des prestations de vinification. Et donc, c'est vraiment face à finalement ces constats de la viticulture et des enjeux de la viticulture en Belgique. Finalement, vous venez en aide à la viticulture en Belgique grâce à Vivardon et justement cette réponse face à ces constats c'est Vivardon. Comment, pourquoi, comment vous avez mis tout ça en place? Ben là, on va en discuter avec un autre administrateur, Xavier Bioul. Bonsoir Xavier. Est-ce que ce serait le moment de reprendre, pour vous du Citadel, c'est ça? Et Oui, Citadel, oui. et pour moi, du Chenois et pour moi de l'Entre-deux-Monts. Euh, alors, Xavier, donc toi, tu es aussi administrateur et quel est un peu ton rôle à Vivardon? Il est large, il est vaste, il est impliquant comme chacun d'entre nous, comme chacun des associés et chacun des collaborateurs de Vivardin. On a déjà une belle équipe et la communauté est énorme quand on tient compte de nos coopérateurs. Et donc, on met la main à la pâte, hein. C'est sûr qu'on est les porteurs de projets, Jean-Michel, Philippe, Mine, moi-même. Euh,
Et si on doit avoir chacun des spécificités, ben moi, j'organise, je structure, je m'occupe des aspects financiers, des aspects comptables, du management, des ressources humaines. Enfin bref, on imagine tout ce qu'il y a dans une entreprise. Oui, jusqu'à l'opérationnel fin au quotidien. Donc voilà, on est les mains dans le cambouis, comme on dit, comme on dit généralement. Et donc, vous voyez derrière moi aussi que je suis dans la cuverie, en tout cas tout près de la cuverie, hein. Il y a une vitre qui nous sépare, mais notre belle cuverie dont on est fier et qui est finalement peut-être le cœur de notre projet. Et donc, Xavier aussi, en direct. N'hésitez pas, hein, ils sont là, Xavier et Jean-Michel, pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à déposer vos questions, dans le chat. On les prendra soit directement, soit en fin de ce, webinaire. Allez-y et puis si vous avez, aussi, d'autres infos à mentionner sur le vin en Belgique, c'est avec plaisir qu'on vous lira. Donc Vivardent, a une réponse à ces constats. C'est quoi Vivardent? Comment on répond à tous ces différents enjeux? Alors, Vivardent, ben, on a une baseline, et tu la montreras peut-être, Pauline, tout à l'heure, qui est winery éthique belge. Voilà, merci. Et donc, c'est ça le concept, c'est ça la baseline, et j'ai évidemment un petit peu développé, parce que c'est vrai qu'on a essayé de tout dire dans ces trois mots. C'est évidemment très difficile. Mais en commençant par winery, c'est vraiment cette approche 360 degrés. Jean-Michel a dressé tous les constats. On a vu que le secteur était large, que les enjeux étaient importants, finalement le métier de vigneron, si on utilise ce terme-là, ben, il est vaste. Il va de la vigne à la cuverie, à la distribution, à la commercialisation et à la structuration d'une entreprise. Et on a voulu que notre entreprise soit un concept 360 degrés qui combine la fabrication, la commercialisation et la prestation de services en viticulture et en vinification, comme Jean-Michel l'a expliqué. Donc, le terme winery est beaucoup plus large que le nom qu'on connaît, hein, de domaine, de château, de tout ce qui tourne autour du vin. Ce n'est pas un terme anglais, ce n'est pas un terme canadien, mais c'est vrai que c'est une francisation de winemaker, de factory, et donc de cette approche beaucoup plus large qui concerne également la distribution d'autres vins, je vais y venir, la fabrication de vins pour d'autres, la consultance, d'essayer d'avoir un rôle impactant dans le secteur du vin, de la production et de la fabrication de vin en Belgique. Et l'objectif, c'est évidemment de répondre à des goûts et à des besoins larges, d'un large panel ou de besoins larges de chaque consommateur, et de pouvoir oui, répondre aux enjeux que Jean-Michel a évoqués tout à l'heure. Le deuxième mot dans la baseline, c'est donc éthique. C'est donc aussi votre ambition avec Vivardent. Ouais, l'ambition d'impact et éthique évidemment, c'est un mot qui revêt plein de valeurs. Si je dois résumer ces valeurs, ben, c'est le respect. Donc, le respect de l'environnement, peut-être, on peut commencer par ça. On ne peut pas aujourd'hui démarrer un projet entrepreneurial sans tenir compte de valeurs environnementales hautes, et encore moins dans le secteur agroalimentaire, et le vin qui en fait partie. Le respect des producteurs, c'est un constat qui était à l'origine de notre projet et qui a encore plus de sens aujourd'hui quand on entend les revendications des agriculteurs, notamment des difficultés qu'ils rencontrent. Aujourd'hui, un producteur, un agriculteur, un viticulteur doit être respecté dans son travail. Comment est-ce qu'on le respecte? Ben, c'est en le rémunérant à sa juste valeur, en admirant les produits de qualité qu'il peut produire. Donc ça, c'est une valeur fondamentale. Et le respect, il va dans toutes les étapes de la chaîne de production. On ne cite pas ici, mais les distributeurs, les transformateurs, les revendeurs, ce sont tous
toutes des maillons d'une chaîne qui doivent être respectés dans un prix de vente final que les consommateurs doivent comprendre et qui doit lui-même respecter ce même consommateur. Aujourd'hui, on doit proposer à un consommateur un produit de qualité, c'est incontournable, à un prix juste. Ça veut dire un prix qui n'est pas trop élevé, mais un prix qui respecte aussi le travail des différents maillons de la chaîne dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ces valeurs de respect, on essaye de les appliquer au quotidien, entre nous, entre les collaborateurs, entre les sympathisants, entre les coopérateurs, entre les membres de la communauté de Vivardent et au travers de tous les maillons de la chaîne tels que je l'ai expliqué. Et puis alors, si on doit continuer, parce que c'est évidemment la question suivante que tu me poseras, le troisième mode, la baseline belge, belge, y a-t-il besoin de l'expliquer? C'est évidemment la notion de localisme, de produit local, cette notion, elle se retrouve aussi dans le nom de notre entreprise, Vivardent. C'est les vins, c'est la vigne, c'est les valeurs que j'ai exprimées, et puis c'est ardent parce qu'on est ardent et surtout parce qu'on fait partie d'une région qui est la cité ardente, qui est la région de Liège. Donc autant le terme belge, qui est un peu plus large que le terme ardent, représente ces valeurs de localisme. Et le localisme, c'est une notion économique, c'est une notion évidemment de secteur et de géographie, mais c'est vraiment l'ambition non seulement de produire des vins locaux, mais aussi de mettre en avant les vins d'autres producteurs, et j'y reviendrai, d'autres producteurs de vins et d'autres producteurs de produits agroalimentaires locaux, des spiritueux, des produits. Vous devrez, et j'espère que vous nous rendrez visite dans notre shop où on met en avant des tapenades locales, des confitures, des bières, du gin, et tout ce qui représente l'économie, les produits de terroir, l'économie locale, les produits de terroir. On a pu le voir aussi dans la vidéo d'intro, une entrée Exact. dans votre shop, sur la petite, Mm. vidéo qui a introduit, ce, webinaire. Donc ça, c'était, vraiment l'explication de la baseline, winery éthique belge et on va aller un peu plus en profondeur sur l'aspect aussi concret, de Vivardon, les 3, gros piliers, de Vivardon qu'on a déjà pu, évoquer. Mais là, on va, bien les expliquer, Voilà. les 3 Pardon. piliers concrets de Vivardon. Pardon, Pauline. Mais les trois piliers, donc la diversification, ben oui, elle est représentée par les différents métiers ou les différents piliers avec lesquels on a voulu structurer notre projet. La production, ben oui, la production, c'est la production de vin, hein. Donc là, on comprend aisément. La production de vin, c'est la production de vin qui commence par la production de vin, vous le voyez, de notre domaine français. Alors là, on n'a pas encore évoqué, mais c'est fondamental dans notre projet, qui peut être aussi décrit comme une aventure humaine. Ça aurait pu aussi être une valeur que j'aurais pu mettre en avant il y a quelques instants. Mais on a initié notre projet par d'abord de la sympathie, de l'amitié, et puis un vrai investissement dans un domaine viticole dans la vallée du Rhône. Et donc, on produit des vins en France qu'on distribue en Belgique, et ça fait partie de la production large de Vivardent. Il est évident qu'on attend le vin de nos vignes. Là aussi, je peux préciser maintenant qu'on a planté il y a 2 ans, et que donc nous allons 2 ans et demi même, et nous allons récolter nos premiers raisins dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est la production de vin de notre terroir, de notre vignoble. Et notre cuverie, on en parlera aussi dans un instant, qui volontairement et stratégiquement est largement surdimensionnée par rapport à le potentiel de production de raisin de notre vignoble, est destinée à accueillir le raisin d'autres vignerons avec lesquels nous allons aussi produire du vin qui va rentrer dans notre gamme. Donc ça, c'est toute la partie production.
La partie prestation de service, ça répond à un besoin, ça répond à des constats qu'a relevé, qu'a soulevé, qu'a présenté Jean-Michel, le constat de besoin d'accompagner d'autres vignerons, d'autres viticulteurs dans leur travail. Et donc, ça peut être de la prestation en vinification. Et là, de nouveau, c'est du raisin qui va passer par notre cuverie, mais qui va retourner chez le producteur qui pourra lui-même le distribuer. Et ce sera bien entendu le vin de son terroir, de sa parcelle, de son vignoble. Et puis, tout l'accompagnement, toute la consultance en viticulture, dans la vigne, donner des avis, donner des conseils, accompagner des viticulteurs dans le cadre de la création de leur vignoble, ou carrément aller travailler, aller les aider au moment de la taille, au moment des travaux de tractorisation. Et on voit quelques images qui représentent un peu ces différents travails, dont une belle image de notre cuverie là, au milieu. Troisième, voilà, le troisième pilier, merci aussi Pauline. Le troisième pilier qui est finalement fondamental, on ne l'imagine pas toujours, mais vous verrez encore une fois dans quelques instants que notre chai, notre bâtiment, il a été structuré pour pouvoir accueillir des visiteurs et pour pouvoir mettre en place des activités d'animation. C'est ce qu'on appelle le no-tourisme, et voilà, des belles photos qui représentent ces différentes activités. Là, j'ai presque envie de dire que c'est l'imagination qui est au pouvoir, on peut tout faire autour du vin, on peut tout faire dans un chai, on peut tout faire près ou dans une cuverie, des dégustations, des séminaires, des conférences, des activités un peu plus festives, de repas, de barbecue, de pique-nique, d'apéritifs évidemment, dans et autour du chai. Et puis, ça peut être d'autres formes d'activités ludiques, des balades à pied, en trottinette, à cheval, des jeux dans les vignes, des jeux dans la cuverie, des jeux dans le chai. Enfin, tout ça sont des choses qu'on organise et qui vraiment constituent un des pôles de notre activité, un des piliers de Vivardin. Donc la production, la prestation de service, l'accompagnement, le travail à façon, et puis les animations et les activités qu'on peut développer dans le chai. Et donc le chai, je propose qu'on voit qu'on regarde une petite vidéo justement, du chai pour, s'imaginer, s'immerger dans le chai Vivardin. Je vous partage, une petite vidéo tout de suite. On verra les cuves et un petit peu, des parties du chai. Et donc si vous souhaitez voir la vidéo, en entier, donc 8 minutes, sur, la construction du chai, les vignes, à Vivardon et cetera, elle se trouve sur leur chaîne sur la chaîne YouTube de Vivardon, évidemment. Je vais vous la mettre, en commentaire dans le chat de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez la visionner en entier, 8 minutes pour découvrir les images de Vivardon. Donc on sait que c'est sur les terres, liégeoises, Vivardon, comme le nom, l'indique, mais où ça exactement et finalement pourquoi là aussi? Vivardin est situé à Sprimont, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne le savent pas encore. Donc, on est bel et bien dans la région liégeoise. Et le vignoble est implanté sur une zone de 7 hectares. On a planté en deux temps. Il y a, comme je l'ai dit, un peu plus de 2 ans, 5 hectares. Et cette année, 2 hectares supplémentaires. Donc, tout ça représente plus ou moins 25 000 pieds de vigne. C'est beaucoup et peu à la fois. Il est évident qu'il y a des vignobles encore bien plus grands. Mais on est quand même déjà sur une superficie et sur une surface importante, surtout quand on considère qu'on a planté sur un
court laps de temps, 2 ans. Et puis ce qui est fondamental, évidemment, c'est qu'on a choisi un vignoble, un terrain, une parcelle qui soit adaptée à la culture de la vigne. Ça a été un fameux challenge parce qu'aujourd'hui, les terres agricoles sont rares en Belgique. Elles coûtent cher. Je pense que Jean-Mi avait aussi précisé ça, Jean-Michel, et a fait ce constat. Donc, on a eu la chance de trouver un terroir, un terrain et puis un terroir adapté à la culture de la vigne. On a eu la chance que ce terrain puisse être analysé en profondeur par des microbiologistes reconnus, je vais dire reconnus mondialement, que sont Claude et Lydia Bourguignon, qui ont validé le choix et l'utilisation de cet endroit, de ce secteur pour pouvoir planter notre vignoble. Justement, on se demande qu'est-ce qu'on peut planter en Belgique, quel type de cépage vous avez planté, mais on vous pose la question, à votre avis, quel cépage, quel type de cépage on peut trouver en Belgique? Qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le territoire, le terroir belge? On va encore une fois de plus un peu tester vos connaissances en viticulture belge. Allez-y, n'hésitez pas à répondre au WooClap. Je vous repartage le lien et le QR code si vous souhaitez vous reconnecter. Normalement, la question s'affiche sur votre WooClap, donc n'hésitez pas à répondre. Quels cépages sont en Belgique? Et ensuite, on parlera évidemment de Vivardon. Alors, du chardonnay. Du chardonnay. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il n'y a que du chardonnay? Chardonnay qu'on trouve souvent dans les bulles, hein. Donc, effectivement, en Belgique, on trouve pas mal de chardonnay, vu qu'on trouve pas mal aussi de bulles en Belgique. Du pinot noir, du syrah. Quoi d'autre? Quel type de cépage on trouve en Belgique? Du Johanniter. On a pu le mentionner hein, au tout début, hein. Je crois qu'il y a du Johanniter dans le vin que tu es en train de boire, Xavier. Oui, tout à fait. Euh, Solaris, Janiter, Bronner. Pinot Meunier, je pense que dans le mien, il y a du Pinot Meunier et du Chardonnay. Il y a 4 cépages, je ne sais plus c'est quoi les 2 autres. Je pense que c'est du Pinot Auxerrois. Et le quatrième, j'ai oublié le dans le vin que je suis en train de boire, 4 cépages d'Entre-deux-Monts. Bronner. Euh, et il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore pas mal d'autres. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez mentionné des cépages connus qu'on a souvent entendus, Chardonnay, Pinot, Syrah, mais on a aussi Johanniter, Solaris, je vois qu'il vient d'apparaître, Brenner, qui sont des cépages au final un peu moins connus. C'est quoi? C'est 2 classes de cépages, Xavier? Bien vu, Pauline. À mon avis, tu as étudié le vin belge. À mes heures Euh, perdues. voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est le constat, ou c'est en tout cas les deux types de cépages qu'on peut distinguer, c'est-à-dire les cépages qu'on va appeler classiques ou habituels, pour utiliser un terme un peu terre à terre, qu'on a l'habitude de connaître. Il est évident que ce type de cépages doivent quand même être choisis pour être adaptés au climat belge. Donc le chardonnay qui a été cité, le pinot noir. Alors chez Vivardin, on a aussi planté du Riesling, qui est un cépage classique et qui est habituellement planté dans les régions en Alsace, beaucoup au Luxembourg, le long de la Moselle, en Allemagne, le long de la Moselle et le long du Rhin. Donc c'est vraiment des cépages adaptés au climat, mais qui sont des cépages classiques. Et puis les cépages interspécifiques, voilà, merci. Les cépages interspécifiques, ça c'est le terme un peu technique, on les appelle aussi des cépages résistants. Résistants à quoi? Ben, résistants aux maladies. Donc en fait, ce sont des croisements entre des cépages européens et des cépages américains, des croisements successifs dont l'objectif a été de garder les qualités de goût, les qualités gustatives des vins européens, mais d'attraper les qualités de résistance aux maladies des cépages américains, qui eux, a priori, ne sont pas destinés à produire du raisin qui sera vinifié, mais qui par contre résistent parfaitement aux maladies principales que sont notamment le mildiou et l'oïdium. Et donc, ben, ces croisements successifs ont permis de créer des cépages
plus moderne. Je peux sans doute utiliser ce terme, en tout cas, utilisé moins fréquemment dans les régions historiquement viticoles et particulièrement en France, mais qui ont beaucoup d'intérêt, tant d'un point de vue respect de l'environnement, parce que finalement, s'ils sont plus résistants, on doit moins traiter, on doit moins pulvériser. On a des cépages qui sont plus faciles à traiter en bio, notamment. Et donc, on a hésité beaucoup, nous, au lancement de notre projet, au moment où il a fallu, après avoir acquis les terres, après les avoir analysées, il a fallu choisir les cépages. On a hésité entre ces deux grands types de vins et de cépages. Bah, voilà, vous aurez compris qu'on a choisi les deux pour de nouveau avoir cette approche diversifiée qui est finalement l'essence, l'ADN même de Vivardon. Et vous avez quoi comme cépage interspécifique Alors, on a du Solaris et on a du Johanniter. Je pense que les deux ont été cités Ouais. dans le petit sondage. C'est sans doute les deux cépages interspécifiques les plus habituels qui permettent de faire diverses sortes de vins blancs, parce que ce sont des cépages blancs à peau blanche, hein, mais on peut faire des méthodes traditionnelles champenoises, et c'est d'ailleurs majoritairement ce qu'on va faire chez Vivardon, comme globalement en Belgique, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on peut aussi faire des vins tranquilles, des vins non effervescents, de très grande qualité. Il y a beaucoup d'exemples en Belgique avec ce type de cépages qui font de très très belles cuvées. Alors on a beaucoup parlé du chai. Alors c'est un gros projet, le chai. Ici on le voit en images, les images 3D à gauche, et puis la réalisation. Euh, on peut chercher les 7 erreurs, il y en a pas énorme, mais ça Non. aussi, ça fait partie des objectifs, c'est d'arriver avec un chai professionnel Les chez Vivardon. parasols sont ouverts à gauche et ils sont fermés à droite. Voilà. Mais voilà, c'est très, très intéressant. On est très, 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 très fiers de notre bâtiment. Et c'est vrai que je l'ai évoqué déjà très clairement une première fois. C'est sans doute le cœur du projet, parce que il est d'abord largement surdimensionné par rapport au potentiel de production des raisins de notre vignoble. Et puis, il est destiné non seulement donc à accueillir le raisin de nos vignes. Vous voyez qu'en fait, il y a deux niveaux, hein. Et Pauline, tu switches d'un niveau à l'autre. Il y a deux niveaux. Il y a la partie du bas qui utilise les deux niveaux, c'est la fameuse cuverie qui est derrière moi. Et puis, on a le reste du bâtiment qui est plutôt destiné à l'accueil du public au niveau supérieur et au travail, à la partie technique, au process au niveau inférieur, voilà, avec une chaîne d'embouteillage, avec une zone de stockage, avec un chai à barrique, enfin tout ce qui constitue un chai traditionnel. Mais donc ce chai surdimensionné avec du matériel de grande technologie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas du tout en Belgique, il y en a peu en France. D'avoir cette modularité, il y avait vraiment une particularité et une contrainte particulière même dans la construction du chai, c'était d'avoir un chai qui soit modulable et qui puisse accueillir différents types de raisins, différents cépages, différentes tailles de production issues de différentes parcelles plus ou moins grandes. Et tout ça, c'était un fameux challenge et on y est arrivé. On a quelque chose dont on est super fier, autant d'un point de vue esthétique qu'en termes de technicité, qui va nous permettre de remplir tous les rôles qu'on a destinés à notre bâtiment et les fameux piliers, l'accueil avec les animations, le no-tourisme, la cuverie avec la vinification de nos raisins et puis l'accueil du raisin d'autres producteurs et jusqu'à notre shop où là on présente tous nos produits, tous les produits qu'on produit nous-mêmes, les produits de notre domaine français et les produits d'autres producteurs locaux. Alors, on en vient aussi à l'instant crucial de ce webinaire, de se demander, tiens, il y avait la partie coopérateur-coopératrice, comment on peut s'investir dans le projet? Et avant d'en dire plus, je propose qu'on donne la parole aux coopérateurs et coopératrices via une petite vidéo qu'on va vous passer tout de suite. Donc, le mot de quelques coopérateurs-coopératrices de Vivardon. Frédéric Bonhomme,
très heureux d'être coopérateur de ce magnifique projet de Vivardent. Oui, Thierry Beguin, tout aussi enthousiaste, coopérateur de Vivardent, un très beau projet à suivre de très près. Je m'appelle Nicolas, je suis très heureux d'être coopérateur et je suis grâce à Antoine qui m'a fait découvrir Vivardent. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis également donc coopérateur chez Vivardent depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je m'appelle Juliette, je suis coopérateur depuis bientôt 1 an grâce à Antoine. Stéphane Voss, coopérateur Vivardent. Je m'appelle Thierry Girardin, je suis coopérateur depuis le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, et très heureux de faire partie de cette aventure. Je suis rentré chez Vivardent, c'est une belle aventure, en principe une aventure humaine principalement. J'ai eu le plaisir de participer dans les derniers jours à la finition du bâtiment et je vous assure ici, c'est un rêve, un voyage. Donc je vous conseille de venir voir. Bon, je m'appelle Dominique Poumet, je suis le mari de Laurence Lenoble qui est secrétaire de direction chez Vivardent. Ce qui est assez comique, c'est que je connais Aventure depuis un bon bout de temps puisque quand Xavier et Daniel ont cherché à s'implanter dans le Gard, j'avais une petite maison dans le Gard dans laquelle ils logeaient. Donc, tout début des années 2010. Et puis la boucle est bouclée puisque Laurence travaille pour eux et que je n'arrête plus de boire du vin maintenant, c'est incroyable. Donc c'est magnifique et longue vie à Vivardent. Donc je m'appelle Éric Moreau et puis j'ai conçu avec Vivardent la cave. Et donc ça me fait très plaisir d'être présent avec tout le monde et puis de voir un peu l'émulation de ce projet qui est vraiment exceptionnel. Voilà, c'était la parole de quelques membres, coopérateurs, coopératrices de Vivardent. Donc Xavier, voilà, comment peut-on s'investir? Il y a cette possibilité encore de devenir coopérateur. C'est certain qu'aujourd'hui, pour rejoindre la communauté Vivardent et donc pour s'investir dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, devenir coopérateur, c'est participer financièrement au développement du projet. Le projet, il est sur pied, mais on a encore plein de perspectives et de besoins d'évoluer et de se développer. Donc des besoins financiers, mais des besoins aussi de sympathisants, d'ambassadeurs, de gens qui parlent de nous, de gens qui deviennent des clients, qui consomment nos vins, qui le partagent, qui le font découvrir. Et donc, c'est ça, l'âme de Vivardent, c'est ça, être un coopérateur de Vivardent, c'est représenter, c'est partager cette âme et ces valeurs. Et donc le coopérateur, les associés coopérateurs, au-delà des associés investisseurs, et on montrera après un petit schéma qui explique de manière très transparente la structure financière de Vivardent. L'associé coopérateur, c'est le partenaire privilégié, c'est la personne qui soit a envie d'être dans la vigne avec nous, soit dans la cuverie, soit à l'extérieur du chai pour parler de nos vins, soit lors des événements qu'on organise dans le chai pour passer un moment agréable, tenir le bar lors d'un événement un peu plus festif, enfin bref, et ça ne se résume évidemment pas à travailler pour Vivardent, mais plutôt à passer des bons moments. Tout est évidemment facultatif. Il y a plein de coopérateurs qui rêvent de participer aux vendanges et de venir cueillir les premiers raisins avec nous. Ça se passera dans quelques jours. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup plus envie de venir faire la fête derrière le bar à des moments plus ponctuels. Donc toutes ces bonnes intentions sont les bienvenues et on continue à faire évoluer la communauté de coopérateurs. Aujourd'hui, on est une grosse centaine. On a depuis le début un objectif à un terme moyen à long d'être plus ou moins 200 coopérateurs. Et l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de vous encourager à rejoindre l'aventure. Et tu parlais de la structure Oui. un peu particulière de Vivardent et totalement transparente. Je vais afficher un peu le schéma pour que tu puisses nous l'expliquer.
Mais oui, pour que tout le monde comprenne aussi, c'est vrai que cette transparence fait partie du respect qui représente les valeurs éthiques dont on parlait tout à l'heure. Donc, Vivardin est structuré juridiquement en trois sociétés. Une société immobilière qui a construit le bâtiment, qui a acquis les terres, donc qui gère tout l'aspect foncier du projet. La société d'exploitation, bah, c'est le cœur, évidemment. C'est là que le personnel est engagé, c'est là qu'on vend le vin, c'est là qu'on produit le vin, c'est là qu'on fait nos prestations de services, c'est là que tout est facturé. Et ben, dans cette société d'exploitation, il y a des associés fondateurs, on les a cités, Jean-Michel, Philippe et moi-même, mais il y a aussi des associés investisseurs qui sont les principaux pourvoyeurs de fonds qui nous ont permis de construire financièrement le projet, mais qui sont aussi là au quotidien. Donc, ce sont des gens qui sont hyper actifs, qui ont différents profils, différentes compétences qui nous ont intéressés. Donc, il y a non seulement évidemment un aspect financier, je l'ai évoqué, ça peut paraître terre à terre, mais c'est fondamental. On ne peut pas lancer un projet entrepreneurial sans avoir les moyens de ses ambitions. Évidemment, au quotidien, il faut travailler, il faut s'impliquer. Et donc, ces associés investisseurs, ben, ce sont les associés qui étaient à l'origine du projet français, notamment. On est tous des amis qui nous connaissons depuis très longtemps et on a voulu ensemble participer au projet et donc on est là tous les jours. Et puis alors, les associés coopérateurs, ben, j'en ai parlé et donc j'en reparle. C'est des associés qui participent financièrement à une société coopérative distincte qui elle-même possède 10% de participation du capital de la société d'exploitation. Et donc, c'est là que nos ambassadeurs se regroupent juridiquement, mais c'est comme ça que se structure l'ensemble du projet avec des associés coopérateurs, des associés investisseurs, des fondateurs, des employés, des collaborateurs. Hein. On regardait la petite vidéo, on entendait Dominique, le mari de Laurence Lenoble, qui est une de nos salariés, qui s'occupe de toute une série de tâches administratives, de gérer le shop, d'accueillir nos clients. Enfin, elle est beaucoup plus qu'une secrétaire de direction, comme l'évoquait Dominique. Mais voilà, c'est la communauté Vivardin. Et les associés coopérateurs, c'est là que chacun d'entre vous peut éventuellement participer au projet. Et concrètement, il y a trois options. Je vais aussi les afficher. Et après, je vois qu'il y a quand même quelques questions. Donc, on va prendre quelques questions après l'explication des trois types J'ai vu les questions, de financement. effectivement. Donc, en tant que coopérateur, ben, on a prévu des participations différentes en fonction du profil de chacun, des envies, des moyens financiers ou de l'envie simplement de s'impliquer plus ou moins. On les a répartis en différents types de parts, A, B ou C. Ça, c'est un peu terre à terre. Un peu plus poétiquement, Magnum, Jéroboam ou Balthazar. Vous noterez évidemment les références au vin et aux bouteilles de vin et à la taille des bouteilles de vin. L'élément central et similaire aux différents types d'investissements, c'est en fait de pouvoir bénéficier d'un rendement. Donc, c'est non seulement un investissement plaisir, mais c'est un investissement qui bénéficie d'un rendement de 2%. Bon, certains diront que c'est évidemment pas énorme, mais c'est quand même plus que sur un livret d'épargne. Et c'est un peu ça l'idée, c'est de dire, tiens, finalement, plutôt que de laisser son argent dormir sur un livret d'épargne à du 0% ou à peu près, là, c'est beaucoup mieux par contre. Et en plus, ce rendement est exprimé en 20 pour être encore plus précis. Chaque année, en fonction du niveau d'investissement de chacun, on reçoit un bon d'achat qui peut être utilisé dans notre shop pour consommer les produits de notre vignoble, pour consommer les autres produits de nos partenaires, dont le vin de notre domaine français, mais aussi le vin des autres producteurs belges. Donc ça, c'est l'idée de départ. Au-delà de ça, lorsqu'on acquiert une part B et qu'on devient coopérateur Jéroboam, ben on s'attribue ou on vous attribue un pied de vigne. C'est très sympathique. Sur votre titre de coopérateur, vous avez votre numéro de pied de vigne et vous pouvez aller lui faire un petit bisou de temps en temps, le caresser ou l'entretenir, hein, le tailler en hiver et récolter ses raisins au moment des vendanges. Et puis, lorsqu'on est coopérateur Balthazar,
on attribue une ligne avec une petite plaquette nominative, soit au nom du titulaire, au nom de l'entreprise du titulaire, au nom de la famille, des enfants, des amis, du groupe d'amis ou du surnom de chacun. Enfin bref, là aussi, l'imagination est au pouvoir de chacun pour nommer sa ligne de vigne, sa ligne oui, de vigne, bien sûr, sa rangée de vignes. Et puis évidemment, chaque coopérateur a une carte de membre et des petits avantages, pouvoir participer aux vendanges facultativement, bien entendu, participer au repas qui suit systématiquement les vendanges, et puis s'impliquer à son niveau, comme chacun l'entend, dans la vie du projet. Alors, je propose qu'on réponde à quelques questions du public maintenant. Je vois que justement, on a parlé du domaine Natura au moment du schéma. Et il y a Jonathan qui nous pose la question, pouvez-vous nous en dire plus sur vos activités en France dans le Gard? Voilà. Que peux-tu nous en dire? Ben, je peux en dire beaucoup et je peux en parler pendant des heures parce que c'est là qu'a démarré l'aventure, vraiment au propre comme on figurait. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est vrai, là aussi, Dominique l'évoquait, il a vécu ça avec nous, début des années 2010. Nous nous sommes impliqués, investis, là aussi dans tous les sens du terme, dans un domaine viticole en France, dans la vallée du Rhône. On est dans le Gard, donc on est entre Nîmes et Avignon, et plus exactement juste à côté d'Uzès. C'est un domaine familial, rural et de qualité, ce qui était évidemment la priorité quand on a initié notre réflexion, notre implication là-bas. Et donc de là, j'ai envie de dire, on a mis le doigt dans l'engrenage, on s'est passionné, on aimait le vin, et puis on s'est passionné pour le vin, pour la fabrication du vin, pour le travail de la vigne. Et puis, quand on a voulu réfléchir à un développement de cette activité au départ de la France, très vite, on s'est rendu compte, compte tenu des constats que Jean-Michel a bien développés en début de webinaire, que le potentiel de développement était beaucoup plus important en Belgique qu'en France. Mais on a pris avec nous nos associés français. Alors, pris avec nous, c'est peut-être un peu présomptueux. On leur a d'abord demandé ce qu'ils pensaient du projet. On leur a demandé s'ils étaient d'accord de nous accompagner et de nous apporter des compétences techniques que nous n'avions pas au début du projet. On les a acquises parce qu'on s'est formés tous. Mais au départ, on a vraiment besoin d'un accompagnement technique. Et encore aujourd'hui, quand on a des questions spécifiques, quand on a besoin d'expériences que nous n'avons pas encore, c'est les premières personnes vers qui on se tourne. Et donc, il y a ce partage de participation financière entre les deux entreprises, mais il y a surtout le partage humain des connaissances, des compétences et de l'aventure. Voilà. Et finalement, la Belgique, c'est aussi une terre d'expérimentation pour la vigne. Donc, c'est sympa d'avoir un retour de personnes expérimentées, d'un terroir différent où ils ont pu aussi tester des choses. Et là, on est sur du nouveau en Belgique au final. Oui, on est sur du nouveau. Je vais aller encore plus loin. Donc, d'abord, on est évidemment les distributeurs aussi de ce vin. Donc, notre shop, il sert à distribuer les vins de notre domaine français. Ça, c'est fondamental. Quand on parle de localisme, parce qu'on a beaucoup évoqué ce terme et de produits locaux, on sait que le localisme, il n'a pas fondamentalement de frontières. Aujourd'hui, on consomme 1% de vin belge. On espère, comme Jean-Michel l'a dit, qu'on va passer à 2, à 5, à 10, à 15, à 20. Mais on sait aussi qu'on consommera toujours plus de vins étrangers malgré tout et majoritairement français. Et donc, on a la chance, nous, d'avoir des vins français, mais qu'on produit nous-mêmes avec nos partenaires, avec nos associés français. Et donc, on peut même répondre à la demande de clients belges de produits français de qualité avec des caractéristiques des vins français, mais qui ont cette note, cette implication belge directe. Donc, même notre vin français, on a la fierté de dire que c'est un vin local. Et que c'est beaucoup mieux quand on ne veut absolument pas boire de vin belge qu'on consomme des vins de notre domaine français, du domaine Natura, plutôt que des vins sud-africains, sud-américains, sans mettre en cause évidemment la qualité de tous ces vins, mais juste pour une notion de proximité qui elle-même est impactante quand on parle de valeur environnementale.
Alors, tu parles de valeurs, de local, et Raymond nous pose la question dans quelle mesure peuvent être respectées toutes ces valeurs qu'on a pu énoncer tout au long des années difficiles comme celle-ci, comme celle de 2024, qui a été et qui est toujours très humide, comme on a pu voir sur la terrasse de Vivardon avec Jean-Michel. Alors, c'est une très bonne question, évidemment, et en plus, on est dans une année où précisément cette question se pose. Donc, je pense que c'est une année très difficile, pour ne pas dire la plus difficile de ces 10 dernières années. Alors, j'ai peut-être pas assez de recul pour aller au-delà, et puis le climat est en évolution, plutôt favorable quand même, hein, confirmons-le au niveau du vin. En difficulté, et ça c'est mondial, c'est que on ne parle pas uniquement de réchauffement, mais on parle de dérèglement climatique, et ça c'est pas positif, mais le principe de réchauffement du climat, ça c'est plus favorable à la vigne. Bref, cette année est la bonne année pour poser la question et la bonne année pour y répondre. Et notre cas personnel, c'est d'avoir subi le gel au fin avril, alors que la végétation avait déjà commencé à pousser, et puis d'avoir eu une humidité énorme pendant les mois qui ont suivi, jusqu'à un mois d'août qui était plus favorable, et un mois de septembre qui se termine et qui est en dents de scie et qui est partagé. Aujourd'hui, c'est pas terrible, on le voit. Mais on a eu une belle semaine la semaine passée. Bref, donc qu'est-ce qu'on fait en Belgique dans ces cas-là? On subit en partie. Donc, quand on est gelé, on est gelé. C'est pas parce qu'on est gelé qu'on ne produit rien. D'ailleurs, on a des très très beaux raisins cette année. C'est pas parce qu'on a de l'humidité qu'on ne produit rien. On a des très très beaux raisins cette année. Donc, malgré cette situation très difficile, on a une petite production, mais on a une belle production. On attend encore quelques jours pour que ça arrive définitivement à maturité, mais on ne se plaint pas fondamentalement de la qualité, on se plaint de la quantité, et on se plaint jusqu'à aujourd'hui encore, de la maturité. Okay. Donc on arrive quand même à faire quelque chose, et on y arrivera, et on sera, je l'espère, fier du produit qu'on aura proposé avec la production 2024. Les conséquences, c'est qu'on va beaucoup plus s'orienter vers des vins blancs, vers des vins effervescents, et là aussi, Jean-Michel l'a évoqué, quand on a des belles années, on fait plus de rouge, quand on a moins bonnes années, on fait moins de rouge, mais on fait du vin, et on fera du bon vin. Si on se compare à d'autres régions, on n'est absolument pas plus mal loti. Et je dirais même qu'on est mieux loti. Hein. Le problème de gelée de printemps, on le vit et on le rencontre aussi dans la vallée du Rhône. Ça peut paraître étonnant parce qu'évidemment il fait plus chaud, mais le fait qu'il fasse plus chaud signifie que les vignes et la végétation démarrent beaucoup plus tôt. Parfois au mois de février dans la vallée du Rhône. Et donc les risques de gelée, ils existent quand même aussi là-bas et à cette période-là. Donc le risque de gel, ça existe partout dans toutes les régions. Et puis l'humidité qui favorise les maladies, ça nous contraint à pulvériser un petit peu plus. Mais on a un gros avantage dans pulvériser contre les maladies qui sont favorisées par le climat humide. Mais on a un gros avantage par rapport à des régions viticoles, citons-les, la Champagne, la Bourgogne, enfin bref, l'Alsace, c'est qu'on a un vignoble qui est beaucoup plus étalé, beaucoup plus répandu, qui est beaucoup moins concentré que dans les régions viticoles, et donc les maladies se propagent beaucoup moins. Si nous, cette année, on doit se comparer en termes de nombre de pulvérisations par rapport à la Champagne, on a pulvérisé 2 à 3 fois moins. Donc, on a un environnement et des conditions qui sont beaucoup plus favorables à la culture de la vigne aujourd'hui, que par exemple la Champagne. On a des sols qui sont beaucoup plus préservés, on a des valeurs et des notions et des connaissances aujourd'hui de la toxicité de certains produits, je parle du cuivre et d'autres choses, qui nous permettent de démarrer un projet en tenant compte de ces paramètres, en préservant beaucoup plus notre nature, ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, dans les régions viticoles jusqu'à il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui, on a un contexte difficile, mais qui, malgré tout, permet de faire des produits de qualité, et qui permettra de faire des produits de qualité, et qui est finalement beaucoup plus favorable que les régions viticoles, que d'autres régions viticoles d'Europe. On n'est pas si mal loti que ça, au Non. final. Une autre question de Jonathan, qui demande: est-il réaliste d'augmenter le pourcentage de vin belge consommé en Belgique sans augmenter le budget moyen annuel du consommateur? Donc, pour rappel, on est
environ à 1% de vin belge consommé en Belgique. Est-ce que c'est finalement possible d'acheter du vin belge, d'en acheter davantage et d'augmenter ce pourcentage voilà, parce que c'est vrai que le vin belge est souvent un peu plus cher que d'autres vins. En tout cas, on peut en trouver du moins cher, d'autres nationalités. Oui, effectivement. Et donc, je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Donc, il y a un constat. Le vin belge est un peu plus cher, donc à travail équivalent. On parle évidemment pas de qualité ni de goût des consommateurs, mais à travail équivalent, le prix de revient du vin belge est plus élevé pour différentes raisons qui se comprennent très vite. Et là aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, le prix des terres agricoles est plus cher. La main-d'œuvre est plus chère. Les investissements sont beaucoup, beaucoup plus importants parce qu'on fait des outils qui sont modernes, on le voit de nouveau derrière moi, qui coûtent cher et qui doivent être amortis sur des durées raisonnables. Là, ça devient du financier, de l'économique ou du fiscal, ça dépend comment on le voit, mais il est évident que pour prendre cet exemple normalement simple à comprendre, une cuverie qui a une durée de vie de 50 ans, on ne peut pas l'amortir, on ne peut pas la financer sur 50 ans. Donc les crédits sont sur des plus courtes durées et l'amortissement fiscal comptable est sur une plus courte durée aussi, donc ça impacte le prix de revient du vin. Oui, la main-d'œuvre, j'en ai parlé. Enfin, tous ces paramètres font en sorte qu'aujourd'hui, une bouteille de vin belge est sans doute 2 ou 3 euros plus chère qu'une bouteille de vin étrangère. On parle de 2 ou 3 euros par bouteille, hein, on ne parle pas de 30 ou 40 euros. Mais malgré tout, c'est un constat. Donc, est-ce qu'on peut augmenter la proportion de vin belge sans impacter le portefeuille des consommateurs? Ben, je ne peux pas vous répondre oui. Je dois répondre non, dans les proportions et dans la mesure que je viens d'évoquer. Hein. De nouveau, on ne délire pas complètement. Mais c'est une question tellement importante que je dois appuyer sur un point, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que le consommateur accepte de payer 5%, 10%, 15% plus cher un produit qui est local, un produit qui est de qualité. Parce qu'il est évident qu'on parle, en ce qui nous concerne, et globalement dans les vins belges, de produits de qualité. Aujourd'hui, c'est vraiment le consommateur, et je reviens encore un petit peu aux difficultés quand on parlait tout à l'heure des agriculteurs en général, les agriculteurs qui s'opposent aux distributeurs, à la grande distribution bien souvent, alors que j'expliquais tout à l'heure que c'est deux maillons d'une même chaîne. Le dernier maillon, c'est le consommateur. Et tous ensemble, il faut qu'on accepte de respecter ce prix de revient, de respecter la valeur d'un produit. Et donc, in fine, on accepte que le portefeuille soit un petit peu plus vide quand on a acheté sa bouteille de vin belge ou quand on a acheté son steak belge ou quand on a acheté son fromage belge. Ce n'est pas grave, ce n'est pas fondamental parce que même si on a dépensé un petit peu plus d'argent, même si le portefeuille est un peu moins plein, c'est de l'argent qui reste dans le circuit local. Et quand l'argent reste dans le circuit local, il reste indirectement dans la poche de celui qui l'a dépensé. Si demain vous achetez un produit chinois 4 fois moins cher qu'un produit belge, mais que votre argent part en Chine, vous n'avez plus d'argent. Si vous avez dépensé 4 fois plus, mais que vous l'avez dépensé proche de chez vous, il reste dans le circuit local. Le circuit local, c'est que c'est parfois compliqué à comprendre, mais ça peut aussi être assez simple. C'est votre coiffeur qui vient vous acheter une bouteille de vin un peu plus chère, et le lendemain, vous allez chez le coiffeur, vous coupez les cheveux. Peut-être pas moi, mais bref, mon épouse, mes enfants, bien. Et donc c'est ça l'idée. Si moi, je gagne ma vie parce que je suis un producteur décemment et que je peux me permettre d'aller chez le coiffeur ou d'aller au restaurant, c'est de l'argent qui recircule. Et si, à contrario, l'argent, il est parti à l'autre bout de la planète, c'est de l'argent qu'on n'a plus localement et dont on ne peut plus profiter. Donc, il faut vraiment accepter cette idée et sensibiliser les consommateurs et de nouveau nos ambassadeurs, les coopérateurs futurs que vous serez, mais c'est ça aussi votre rôle, c'est de dire, voilà, c'est important de faire cet effort-là aujourd'hui pour que demain, après-demain, après-demain, soient des jours heureux et positifs pour tout le monde, pour la nature, et pour nous de manière locale. Mais c'est vrai qu'on voit un changement chez le consommateur qui consomme de plus en plus local. Je vois la parfaite transition pour prendre une gorgée de vin belge. Hein. Voilà, je pense que c'est pas mal. Mmh. 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 Toujours très bon. Je Voilà, moins mais propose. mieux, je vois un petit commentaire là, c'est super. Ouais, voilà, Jonathan, moins mais mieux, j'en suis convaincue à titre personnel, en effet. Et c'est vrai qu'il faut convaincre la masse au final. Je vous propose un dernier voclap.
pour vous, Vivardon, en un mot, c'est quoi? Dites-le nous dans le WooClap. On affichera vos différents termes pour, évoquer Vivardon à l'image. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, que ce soit sur la viticulture, sur Vivardon, sur le fait de devenir coopérateur, peut-être évoquer aussi que concrètement, vous devez remplir un petit document, on vous enverra la documentation par email à la suite de ce webinaire. Vous recevrez un petit email. Donc concrètement, et si vous avez plus de questions, vous pouvez aussi toujours contacter Vivardon par téléphone, par email, par pigeon voyageur, qu'importe, ils sont disponibles pour répondre à toutes vos questions. Alors regardons, on voit qu'il y a des termes qui sont apparus sur le WooClap. Innovant, innovant. C'est vrai qu'on l'a pas assez, on l'a peut-être pas assez répété au final. Je trouve que c'est assez intéressant. On voit les cuves derrière toi, Xavier, et tu l'as dit ici dernièrement, ben voilà, il faut investir dans du matériel qui est souvent innovant, utiliser des cépages modernes. Tu as évoqué le terme, et je trouve qu'il y a un côté innovant à se dire on va utiliser des cépages que les gens connaissent un peu moins, que les gens se posent des questions peut-être aussi par rapport à ces noms bizarres, mais au final innovants. Le chai aussi, c'est un gros projet, c'est innovant, je trouve, pour la Belgique d'avoir un chai aussi, aussi développé, aussi grand, avec une magnifique terrasse. Alors, on a aussi valeur humaine, et ça aussi, on a pu le voir hein, à travers les mots des coopérateurs, ce côté ambiance humaine. Vivardon, c'est avant tout peut-être un partage, que ce soit au niveau des coopérateurs, que ce soit aussi avec le domaine Natura. Tu as pu l'évoquer, c'était une aventure de les Oui, c'est ça. rencontrer. Oui, valeur humaine et aventure humaine, évidemment, avant tout. Ouais. Donc c'est vrai que déjà ces 2 termes, ça en dit long, sur, Vivardon. Toi, Xavier, si tu devais donner juste un mot, attention, c'est compliqué, hein, tu dois en choisir, juste un Oui, c'est pour difficile, genre, parce que j'ai en tête en plus ces valeurs humaines et cette aventure humaine. Et le terme aventure humaine, c'est la notion que je véhicule ou que j'exprime systématiquement quand je parle de Vivardin, parce on a mis en place un projet pour lequel nous n'avions pas les moyens individuels d'assumer, hein, même ne fût-ce que financièrement, mais logistiquement aussi. Et donc, c'est un travail d'équipe, c'est un investissement de toute une communauté. Et donc, la conséquence, c'est on vit tous une aventure humaine extraordinaire depuis le début de Vivardin. je propose de poser la même colle à Jean-Michel qui revienne aussi à l'écran. Voilà, il fait un peu plus sombre, le soleil s'est couché sur les vignes de Sprimont, mais Jean-Michel est toujours là. Je suis Alors toujours là. un mot, mais il J'ai va un être peu, différent, hein. j'ai un peu plus froid. Oui, pour ne pas dire humaine, je dirais quand même 360. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de vignobles qui envisagent le vin de manière aussi globale que Vivardon. Donc, je pense que c'est vraiment une caractéristique de Vivardon, c'est de s'attaquer à tout ce qui touche au vin aujourd'hui en Belgique, de se diversifier au maximum. Je crois que c'est vraiment une des caractéristiques aujourd'hui du projet. 360, donc pour terminer avec ce terme sur Vivardon. J'ai menti, ce n'était pas la dernière question. Je vous en pose une toute dernière pour les webinautes, pour les participants de ce webinaire qui sont là. Est-ce que à la suite de ce webinaire, finalement, est-ce que vous souhaitez, pardon, devenir coopérateur, goûter le vin belge, goûter le vin du domaine naturel, domaine Natura, pardon. Euh, Est-ce que vous souhaitez participer à une animation œnologique proposée par Vivardon? Et on le répète, hein, tout est possible. Xavier l'a bien fait comprendre. Tout est possible en animation œnologique. Utilisez le chai pour faire votre vin, pour vinifier, ou encore faire appel à l'expertise de Vivardon. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Là, je vois que on veut tout faire, et tant mieux, moi, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, c'est le côté approche 360. N'hésitez pas
à répondre à ce petit sondage. On y reviendra aussi juste après pour voir un peu ce que vous avez répondu. On va aussi faire un petit tour des prochaines activités de Vivardon. Quelles sont vos prochaines actualités à Vivardon? Oui, Jean-Michel ou moi, mais Un des deux. Ah oui. c'est parfait. Mais oui. Donc on a pas mal d'activités aujourd'hui chez Vivardon. Déjà, on propose des visites du vignoble tous les premiers samedis du mois. Donc ça, c'est toujours important de le citer. Venez nous voir, venez découvrir par vous-même, venez vous faire votre propre avis sur notre chai, notre vignoble. Et alors, un événement important qui arrive là, ici, d'ici quelques jours maintenant, c'est les journées découvertes entreprises, le 5 et 6 octobre. Donc, ce sont des journées où les entreprises ouvrent leurs portes pour faire visiter leur entreprise. Et donc, nous participons le 5 et le 6 octobre. Donc, il y a moyen de s'inscrire sur le site des JDE pour programmer votre visite. Et donc, il y aura plusieurs activités, les visites du chai, les visites du vignoble, le moyen de faire quelques dégustations. Donc voilà, c'est une opportunité pour vous de découvrir tout ce qu'on fait ici à Sprimont. Alors Et évidemment, oui, le shop, oui, bien sûr. Donc c'est important aussi de mentionner, en effet. Donc on a un shop ici au chai. Donc on a non seulement un magasin, mais on a également la possibilité de venir déguster du vin. Et donc, ce shop est ouvert du mercredi au samedi, tous les après-midi, avec une tardive le vendredi. Donc, c'est aussi pour vous la possibilité de venir découvrir des cépages belges, des vins belges, notre domaine Natura. Donc, on peut vous conseiller sur le choix d'un achat de vin, mais également, si vous voulez, de venir faire une petite dégustation chez nous et de venir découvrir notre magnifique chai. Et profiter de la terrasse, je rajouterais. J'adore votre Et terrasse, donc profiter de notre terrasse, je le oui. répète, avec vue sur les vignes. Vous êtes un peu en hauteur, c'est vraiment un endroit magnifique. N'hésitez pas si vous avez encore une dernière question. Pour rappel, vous allez recevoir aussi un email si vous voulez en savoir plus, les infos de contact pour être coopérateur. Je vois que Jonathan nous répond dans le chat que lui, il est plus intéressé par goûter le vin et participer à une animation œnologique. Donc voilà, la prochaine visite, c'est le 12 octobre et les journées des entreprises, c'est le 4 et 5. Donc 5 et voilà, 6. Oui. 5 et 6. Très mauvaise en date. Et je vais peut-être juste réafficher une dernière fois. On voit que pas mal sont intéressés à devenir coopérateurs, mais principalement quand même par toutes les options. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir Vivardon et trinquons à l'avenir de Vivardon et l'avenir glorieux du vin belge sous toutes ses formes, j'ai envie de dire. Santé, santé Santé. et santé aussi à vous derrière vos écrans. J'espère que vous avez pu profiter de ce webinaire et en apprendre davantage sur le vin belge, sur la viticulture en Belgique et aussi sur Vivardon, du vin à Liège, à Sprimont plus exactement. Santé. Et pour clôturer ce webinaire, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, hein, Xavier, Jean-Michel, n'hésitez pas. Une petite Dernier vidéo mot. pour nous. Petite vidéo. On va lancer la petite vidéo. Vous pouvez encore chatter pendant ces instants vidéo. Et sinon, retrouver Xavier et Jean-Michel au chai lors d'une prochaine visite. Merci, merci à tous les deux et merci à vous pour toutes vos questions. On lance la vidéo de clôture. À bientôt. À bientôt. Bientôt. Merci Pauline. Au revoir. And I'm watching the rise
And I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had the strength in my mind. To the videos, they thought I was a black guy. That's hard to get over. I'm foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950 and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average. The cotton's Egyptian. 500 for the shoes, come dirty, but they're European.